Salut à tous! Vous avez aimé notre dernier épisode? Vous allez kiffer celui-ci, c'est certain. Bienvenue dans cette troisième édition du podcast Richesse pour tous. Hey, salut les Digital Ninjas! Prêts pour un tour d'horizon sur un sujet plus chaud que votre café latte du matin? Ouais, on va parler de l'IA dans le monde du blogging, du copywriting et pour les infopreneurs. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Breaking news, alors, ouais, certains médias ont essayé de troquer leurs journalistes pour des IA. Spoiler alerte, ça a fait un bid monumental. Même Bing Chat, l'IA de Microsoft, était du genre, laissez ça aux pros, les humains. Si même les bots disent qu'ils sont pas prêts, c'est que le sujet mérite qu'on se penche dessus, non? Pourquoi l'IA est partout en ce moment? Écoutez bien, l'IA n'est plus un joujou high-tech. C'est devenu un bulldozer qui peut soit te propulser sur le devant de la scène, soit t'enterrer vivant. Vous vous rappelez quand le SEO était le boss du game? Imaginez maintenant une IA qui fait ça en mode automatique, contenu de dingue, analyse de l'audience, prédiction d'écran. Vous sentez le vent tourner? Objectif du game, on est ici pour décrypter comment l'IA peut être un allié de taille ou un adversaire coriace. Côté plus, automatisation du contenu, data analyse pointue et même des gadgets pour rendre ton audience accro. Mais attends, ce n'est pas le pays des bisounours ici. Il y a des vrais enjeux, comme l'authenticité de ton contenu et les dilemmes éthiques. Imagine, t'es un blogueur authentique et bam. Une IA sort du contenu similaire mais sans l'âme. Ça fait réfléchir, hein? Entrepreneuriat, le nouveau jeu de la vie. Imaginez-vous en joueur dans un jeu vidéo où les enjeux sont, tenez-vous bien, votre vie, votre bonheur et votre compte en banque. Je vais vous donner les schémas codes pour éviter de vous faire plumer dans le premier niveau. Prêt? Sommes-nous des Sims? Enfin, on va explorer une idée qui va faire flipper plus d'un, et si nous étions dans une simulation à grande échelle? La physique de l'information commence à nous faire douter. J'ai hâte de vous balancer tout ça. Comment l'IA change le monde sans le détruire selon France 24, 40 des Français craignent pour leur job à cause de l'IA. Mais est-ce vraiment justifié? L'IA est partout. Elle facilite notre quotidien, elle est dans nos smartphones, nos voitures, et même dans nos grille-pains. Ok, peut-être pas dans les grille-pains, mais vous voyez où je veux en venir. Alors pourquoi tant de flip? Annonce du plan, on va éclaircir tout ça. Je vous promets qu'à la fin, vous allez arrêter de voir l'IA comme le Terminator de votre job. Sommes-nous des Sims? L'étude choc, vous êtes du genre à croire que Matrix, c'est un documentaire? Cette partie est pour vous. La physique de l'information, une discipline bien corsée, commence à penser que notre réalité n'est qu'un gigantesque jeu vidéo. Vous flippez? Moi aussi. Allez, installez-vous bien, ce podcast s'annonce détonnant. À tout de suite. Ah, gotcha! Alors, lançons ce podcast en fanfare, bienvenue à tous pour cet épisode qui va, croyez-moi, faire des étincelles. Aujourd'hui, sujet brûlant, quel avenir pour les blogueurs, les infopreneurs et les copywriters à l'ère de l'IA? Vous vous posez la question? Parfait, parce qu'on va essayer de démêler tout ça ensemble. Tendez bien l'oreille, ça va être du lourd. C'est parti. Quel avenir pour les blogueurs, les infopreneurs et les copywriters à l'ère de l'IA? Flash info, vous n'allez pas en croire vos yeux. Cette semaine, un média a tenté de remplacer ses journalistes par une IA. Oui, vous avez bien lu. Mais devinez quoi? Ils ont dû faire marche arrière suite au tollé suscité par cette affaire. Même l'IA de Microsoft, Bing Chat, a produit un argumentaire convaincant en expliquant pourquoi l'IA devrait rester loin des débats d'opinion. Alors, si même les machines disent qu'elles ne peuvent pas remplacer l'humain dans le journalisme, c'est qu'il y a anguille sous roche, non? Salut les disrupteurs intelligents et créatifs. Vous êtes prêts à secouer le cocotier du web? Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un sujet brûlant, tellement hot que même les algorithmes frémissent, l'IA et son impact monumental sur le blogging et le copywriting. Oui, vous avez bien entendu, l'intelligence artificielle n'est pas juste là pour battre des records à des jeux vidéo ou pour faire des calculs compliqués. Elle est en train de révolutionner la manière dont on crée du contenu, comment on engage avec notre audience, et tenez-vous bien, comment on monétise notre passion. Alors, prêt à embarquer dans ce train futuriste? Alors, pourquoi ce sujet est-il aussi prégnant en ce moment? Simple, l'IA évolue à une vitesse folle, les gars. On est à un tournant où l'IA n'est plus un simple gadget, mais un outil puissant qui peut faire ou défaire des empires en ligne. Vous vous souvenez de l'époque où le SEO était le Saint Graal? Eh bien, imaginez maintenant un monde où l'IA peut générer du contenu optimisé en un claquement de doigts, analyser les données de l'audience comme un pro et même prédire les tendances futures. Dingue, non?
si vous êtes dans le blogging ou le copywriting, c'est le moment de vous poser sérieusement la question, comment l'IA va-t-elle impacter mon métier? Et surtout, comment puis-je surfer sur cette vague plutôt que d'être submergé? Allez, passons aux choses sérieuses, quel est l'objectif de cette discussion? On va décortiquer ensemble les opportunités et les défis que l'IA présente pour nous, les blogueurs, les copywriters, et même les infopreneurs. D'un côté, on a des opportunités en or, automatisation de la création de contenu, analyse de données ultra précises, et même des outils de personnalisation pour booster l'engagement de notre audience. Mais attention, ce n'est pas tout rose. Il y a aussi des défis à relever. Comment garantir l'authenticité dans un monde d'IA? Qu'en est-il des questions éthiques? Et surtout, comment éviter de se faire ubériser par une machine? Alors, êtes-vous prêt à plonger dans ce maelstrom d'opportunités et de défis? Partie 1. L'état des lieux de l'IA. Chaque semaine, la presse et les médias annoncent au moins une avancée majeure en matière d'intelligence artificielle. Pour bien comprendre le phénomène, décortiquons ce qui se passe actuellement avec DALL-E 3. Breaking news, les amis. Comme vous l'avez probablement remarqué, DALL-E 3 a débarqué dans l'univers ChatGPT, et c'est juste dingue. Après une semaine d'utilisation, je suis comme un gosse dans un magasin de bonbons. Pour ceux qui débarquent, DALL-E 3 c'est la nouvelle pépite d'OpenAI pour générer des images à partir de texte. Vous tapez ce que vous voulez voir, et bam! DALL-E 3 vous sort une image de haute qualité comme par magie. Mais attendez, le meilleur est à venir. L'intégration de DALL-E 3 avec ChatGPT, c'est comme marier le beurre de cacahuète avec la confiture. Ça offre une transition fluide entre la narration textuelle et visuelle. Que vous soyez blogueur, artiste, ou même un curieux de la tech, cette innovation est un game changer. Imaginez créer un article de blog avec des images générées sur mesure en temps réel. Ou encore, un storyboard pour votre prochain film viral. Le champ des possibles vient de s'élargir de manière exponentielle, et franchement, c'est excitant au possible. Alors, après une semaine à jouer avec DALL-E 3, j'ai généré un paquet d'images, surtout pour le fun et les tests. Et là, mes potes, laissez-moi vous dire que c'est le jour et la nuit par rapport à la version précédente. Fini les personnages à trois jambes ou les anomalies bizarres qui rendaient les images inutilisables. DALL-E 3, c'est un bond de géant, et couplé à ChatGPT, c'est carrément de la science-fiction. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a encore des ratés, mais... Franchement, qui aurait parié sur de tels résultats il y a seulement 5 ans? Pas moi en tout cas. Donc, je vais pas trop cracher dans la soupe. C'est une avancée majeure dans le monde de la création digitale. Mais ouais, il y a encore quelques trucs à peaufiner. Et c'est normal, non? Après tout, Rome ne s'est pas faite en un jour. Commençons par du positif, parce qu'il y en a un paquet. Parlons itération. Vous savez, ce processus où vous peaufinez encore et encore jusqu'à ce que ça soit nickel? Eh bien, avec ChatGPT, c'est comme avoir un assistant perso qui comprend ce que vous voulez. Prenons un exemple concret, vous demandez à ChatGPT de créer une image d'un chat qui dort dans un panier. Et là, une fois l'image générée, vous vous dites « Ah, ce serait cool si le chat était noir ». Pas de souci. Inutile de tout réécrire. Vous dites simplement à ChatGPT que vous voulez un chat noir, et il ajuste les prompts pour vous. C'est comme avoir un artiste à la demande qui prend en compte vos retours en temps réel pour créer de nouvelles œuvres. Alors oui, on ne peut pas encore retoucher une image déjà générée, mais cette fonction d'itération est déjà un game changer. Vous pouvez ajuster vos demandes sans avoir à tout recommencer, et ça, c'est du pur bonheur créatif. Vous en aviez marre du sempiternel format carré? Eh bien, DALL-E 3 a entendu vos prières. Contrairement à son prédécesseur et à d'autres outils d'IA, DALL-E 3 vous offre la liberté de choisir entre 3 formats d'images différents. Oui, vous avez bien lu, 3. Alors, comment ça marche? C'est simple comme bonjour. Vous l'indiquez directement dans votre prompt. Par exemple, si vous voulez une image en format paysage, vous le précisez et hop, c'est parti. Pour les francophones, voici les termes à utiliser dans vos prompts. Carré, pour du 1024x1024, paysage, pour du 1792x1024, portrait, pour du 1024x1792. C'est officiel, ces termes sont confirmés et fonctionnent à merveille. Alors, prêt à sortir du carré et à explorer de nouveaux horizons? Alors oui, on n'a pas encore accès à tous les formats et tailles d'images qu'on pourrait souhaiter. Mais franchement, l'ajout de 2 formats ultra utilisés, c'est déjà énorme, non? Et parlons des anomalies, ces petits bugs qui nous faisaient sourire, ou grincer des dents. Qui n'a pas eu un fou rire en voyant un humain à 3 bras ou un chat à 6 doigts? Eh bien, bonne nouvelle, ces bizarreries sont en voie de disparition. Certes, elles existent encore, mais c'est beaucoup plus rare.
On est passé de WTF is dead à petite coquille. Et ça, c'est déjà un sacré progrès, vous ne trouvez pas? Votre imagination est la seule limite. En plus du copyright, bien sûr, l'imagination, ce terrain de jeu sans fin. Avec DALL-E 3, c'est comme avoir une baguette magique digitale. Vous voulez une tour Eiffel façon Van Gogh? Vous l'aurez. Une bonne bière, mais en verre? C'est parti. Mais attention, on n'oublie pas les règles du jeu. Le copyright, c'est sacré. Donc, même si DALL-E 3 peut créer des merveilles, assurez-vous de respecter les droits d'auteur. Pas question de vendre des reproductions de La Nuit étoilée sans autorisation, hein. Alors, prêt à laisser votre imagination s'envoler tout en restant dans les clous? Alors oui, votre imagination sera un peu bridée par les droits d'auteur. C'est la vie, les amis. Mais avec un peu d'astuce et de tâtonnement, on peut quand même créer des trucs assez cool. Et parlons du gros plus de DALL-E 3, l'incorporation de texte dans les images. Vous vous rappelez du casse-tête que c'était avec DALL-E 2? Eh bien, c'est de l'histoire ancienne. Désormais, ajouter du texte à vos images, c'est easy peasy. Petit bémol, ça marche mieux en anglais qu'en français. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, hein? Alors, prêt à pousser les limites tout en respectant les règles? Bon, on a parlé des bons côtés, mais il est temps de se pencher sur ce qui cloche encore. Et le gros point noir, c'est la persistance, ou plutôt son absence totale. En gros, DALL-E a la mémoire d'un poisson rouge. Vous lui envoyez un prompt, il génère une image et puis, il l'oublie. Si vous répétez le même prompt, vous obtiendrez un résultat différent. C'est un peu comme jouer à la roulette russe de la créativité. Pourquoi c'est problématique? Imaginez que vous voulez créer un personnage récurrent pour illustrer un livre ou une série de blog posts. Avec DALL-E, c'est mission impossible. Vous pouvez essayer de détailler au max votre description, mais chaque image sera une nouvelle interprétation. Donc, si vous comptiez sur DALL-E pour être votre illustrateur attitré, il va falloir revoir vos plans. C'est pas encore le couteau suisse de la création visuelle, mais on y travaille. Double censure, quand ChatGPT et DALL-E jouent les gardiens alors, parlons un peu de la censure, ce sujet qui fâche. OpenAI a mis le paquet pour brider ChatGPT, et DALL-E n'est pas en reste. Résultat? Une double censure qui peut parfois vous laisser sur votre faim. Vous avez une idée géniale mais un peu borderline? Oubliez. Que ce soit des images violentes, des contenus pour adultes, ou même des représentations de personnes réelles, c'est niais. Et même si vous êtes fan d'un artiste contemporain et que vous voulez une image, à la manière de, vous pouvez vous brosser sauf si l'artiste en question est mort depuis plus de 100 ans, là c'est bon. C'est frustrant? Oui. C'est compréhensible? Aussi. À la fin de la journée, c'est OpenAI qui tire les ficelles. Si votre demande ne colle pas avec leurs règles, vous pouvez dire adieu à votre chef d'œuvre digital. Alors, comment contourner ces règles sans vraiment les contourner? La clé, c'est la reformulation. Oui, vous avez bien entendu, reformulez vos prompts. Parfois, c'est juste une phrase ou une expression qui fait tiquer le système. Du coup, si votre premier essai se fait recaler, ne vous découragez pas à essayer de tourner ça autrement, de jouer avec les mots. C'est un peu comme un jeu de devinette avec l'IA. Vous devez trouver la formule magique qui va lui faire dire « Ah ouais, ça passe ». Si vous pensiez jouer les Picasso numériques en modifiant des images existantes avec DALL-E, eh bien, c'est raté. Pourquoi? Plusieurs raisons, et pas des moindres. Une architecture du modèle, DALL-E est une bête de création, pas d'édition. Il génère des images à partir de textes, mais n'est pas câblé pour retoucher des images existantes. Même si l'ajout récent de la reconnaissance d'images à ChatGPT nous donne un peu d'espoir, on n'y est pas encore. Deux données d'entraînement, DALL-E a été formé pour associer des textes à des images, pas pour retoucher des œuvres d'art existantes. Il lui manque donc le savoir-faire pour ça. 3. Complexité computationnelle, retoucher une image en gardant son essence, c'est un casse-tête algorithmique. Et ça coûte cher en ressources de calcul. 4. Contraintes juridiques et éthiques, imaginez les dérives possibles si on pouvait modifier n'importe quelle image. Entre les questions de droit d'auteur et les risques de deepfake, c'est un terrain miné. Alors, est-ce que la société est prête pour une telle avancée? Pas sûr. En attendant, on va devoir se contenter de créer du neuf. Et c'est déjà pas mal, non? Alors, pourquoi l'association de ChatGPT et DALL-E est-elle une révolution pour les utilisateurs? Voici les raisons qui m'ont bluffé. Un gain de temps, l'intégration des deux outils est un vrai game changer. Fini les requêtes compliquées et les ajustements sans fin. Deux boosts d'inspiration, en panne d'idées? Pas de souci.
ChatGPT peut vous suggérer des approches créatives et même identifier des styles artistiques que vous ne sauriez pas nommer. 3 variations en série, contrairement à d'autres outils, ChatGPT ne se contente pas d'envoyer un seul prompt à DALL-E. Il en crée 4 différents, ce qui vous donne une gamme plus large de résultats. 4 barrières linguistiques, quelles barrières? Si l'anglais n'est pas votre fort, ChatGPT traduit vos demandes en anglais impeccable pour que DALL-E puisse les comprendre. 5 coups de génie commercial, OpenAI et Microsoft ont créé une synergie incroyable entre ces deux outils. Imaginez pouvoir insérer des images générées par IA directement dans vos PowerPoint. Google, t'entends les pas derrière toi? Bref, cette alliance est une petite révolution qui va sans doute booster le nombre d'utilisateurs de ChatGPT. Et franchement, c'est mérité. Flashback, l'IA, de la science-fiction à la réalité alors, d'où vient cette fameuse intelligence artificielle qui fait tant parler d'elle? Flashback rapide. Dans les années 50, l'IA n'était qu'un concept de science-fiction, un rêve de geeks et de chercheurs. Puis, dans les années 80 et 90, les premiers algorithmes d'apprentissage machine ont vu le jour. On était encore loin des IA capables de battre des champions d'échecs, mais c'était un début. Avec l'arrivée du big data et des réseaux de neurones dans les années 2000, l'IA a pris son envol. Aujourd'hui, elle est partout, dans nos smartphones, nos voitures, et même dans la manière dont on fait du marketing et du blogging. Et le meilleur reste à venir. Avec des avancées comme ChatGPT et DALL-E, on est en train de repousser les limites de ce que l'IA peut faire. Accrochez-vous, le futur s'annonce dingue. Les avancées récentes, on vit dans le futur, les gars. Si vous avez l'impression que l'IA évolue à la vitesse de la lumière, vous avez raison. Rien que ces dernières années, on a vu des trucs de dingue. Prenons ChatGPT, par exemple. Ce n'est pas juste un chatbot, c'est carrément un assistant personnel qui comprend le contexte, génère du texte et même des images. Et parlons de l'analyse d'images. Avant, identifier un chat sur une photo, c'était déjà cool. Maintenant, les IA peuvent détecter des maladies sur des radios médicales avec une précision qui dépasse parfois celle des médecins. Sans oublier les voitures autonomes, les algorithmes de recommandation ultra personnalisés, et j'en passe. On est vraiment en train de vivre une révolution, et ce n'est que le début. Alors, prêt pour le tour du futur? Alors, où en est-on avec l'adoption de l'IA? Les chiffres sont assez parlants. Selon les dernières études, environ 37 des entreprises ont intégré une forme d'IA dans leurs opérations. C'est énorme si on considère que ce chiffre était de seulement 10 il y a 5 ans. Mais attention, on n'est pas encore dans un monde à la Black Mirror. L'adoption massive de l'IA reste un objectif à atteindre. Beaucoup d'entreprises sont encore en phase d'expérimentation, et le grand public commence tout juste à comprendre l'impact que l'IA peut avoir sur leur vie quotidienne. En gros, l'IA est en pleine croissance, mais on est encore loin de la saturation. Ce qui signifie une chose, les opportunités sont immenses pour ceux qui sauront en tirer parti. Alors, prêt à surfer sur la vague de l'IA? Partie 2, les opportunités l'ère des centaures, quand l'humain et l'IA font l'équipe. Vous avez déjà entendu parler des centaures? Non, ce n'est pas le dernier Marvel, mais c'est presque aussi cool. L'idée, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'IA pour créer une synergie de dingue. Prenons l'exemple des échecs. Vous vous souvenez quand Deep Blue a battu Kasparov en 1997? Ouais, c'était un moment historique. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs d'échecs ne sont ni des humains ni des IA, mais des centaures, des équipes composées d'humains et d'IA qui travaillent ensemble. Le résultat? Un niveau de jeu qui dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En gros, l'IA est forte pour calculer des millions de scénarios en quelques secondes, tandis que l'humain excelle dans la stratégie et la créativité. Mettez les deux ensemble, et vous avez une force imparable. Alors, prêt à devenir un centaure dans votre domaine? Automatisation du contenu. Quand l'IA devient votre co-auteur à l'automatisation du contenu, ce Graal dont rêve de tout blogueur et marketeur. Imaginez un peu, vous avez besoin d'une idée d'article ou de post? L'IA vous en sort une liste en quelques secondes. Plus besoin de passer des heures à brainstormer ou à fouiller le web. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez votre idée, l'IA peut vous aider à rédiger votre contenu. On parle pas juste de correction grammaticale, hein. Non, on parle de génération de textes qui respectent votre style, votre ton et même votre stratégie SEO. En gros, vous pouvez pondre un article de qualité en un temps record. Alors, oui, l'IA ne remplacera pas totalement l'humain, du moins, pas encore, mais elle peut devenir un outil incroyablement puissant pour booster votre productivité et votre créativité. Alors, prêt à donner un coup de turbo à votre contenu? L'analyse de données, l'IA, votre nouvelle analyste en chef. Si vous pensez que l'IA est juste bonne pour les tâches répétitives, détrompez-vous.
quand il s'agit d'analyser des données, l'IA est une bête. Vous voulez optimiser votre SEO? L'IA peut scanner des milliers de pages en un clin d'œil pour vous dire exactement où vous en êtes et ce que vous devez améliorer. Mais attendez, il y a plus. Vous vous demandez comment les utilisateurs interagissent avec votre site ou votre appli? L'IA peut suivre le comportement des utilisateurs en temps réel, identifier les tendances, et même prédire les actions futures. C'est comme avoir une boule de cristal, mais en mieux. En résumé, l'IA peut vous donner des insights hyper précis qui vous aideront à prendre des décisions éclairées. Et dans le monde ultra compétitif du web, c'est un avantage énorme. Alors, prêt à plonger dans le grand bain des données? Partie 3, les défis et les limitations. Abordons maintenant la problématique des hallucinations de l'IA. On en parle moins, mais c'est un truc à surveiller. Vous savez, ces moments où votre IA décide de devenir un peu trop créative et invente des faits ou cite des références erronées. C'est un peu comme si votre IA avait un petit moment, WTF, et ça peut être problématique, surtout si vous comptez sur elle pour des infos précises. Imaginez publier un article avec des données fausses parce que votre IA a décidé de jouer à l'écrivain de science-fiction. Le conseil du jour? Toujours vérifier les faits et les références générées par l'IA. Un petit contrôle humain pour éviter les gros failles. Parce qu'une IA, aussi avancée soit-elle, n'est pas infaillible. Alors, prêt à jouer les détectives? Écoutez, si vous pensez tromper Google avec du contenu bas de gamme généré par une IA, détrompez-vous. Le géant du search a des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour évaluer la qualité du contenu. Et croyez-moi, il n'est pas dupe. Google valorise l'expertise, l'autorité et la fiabilité. Donc, même si votre IA peut cracher des articles à la vitesse de la lumière, si la qualité n'est pas au rendez-vous, vous pouvez dire adieu à un bon classement SEO. L'astuce? Utilisez l'IA comme un outil complémentaire pour améliorer votre contenu, pas comme un substitut à la réflexion et à la créativité humaine. Après tout, c'est vous l'expert dans votre domaine, pas l'IA. Alors, prêt à créer du contenu qui fera même sourire l'algorithme de Google? La dépendance technologique. Quand l'IA devient un puissant fond, alors, on parle beaucoup des avantages de l'IA, mais quid de la dépendance technologique? Oui, ces outils peuvent être des game changers, mais ils ont aussi un coût. Et je ne parle pas seulement de l'abonnement mensuel ou annuel. La maintenance, les mises à jour, les bugs, tout ça peut rapidement devenir un casse-tête et un gouffre financier. Sans parler du temps que vous pourriez passer à régler des problèmes techniques au lieu de vous concentrer sur votre contenu. Alors, avant de sauter à pieds joints dans la dépendance à l'IA, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avez-vous les ressources pour gérer cette technologie sur le long terme? Parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est un peu comme Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. Partie 4, les stratégies gagnantes. Devenir un centaure efficace. Le duo humain-IA au service de votre productivité. Vous êtes convaincu par le concept de centaure et vous voulez sauter le pas? Super, mais comment choisir la meilleure IA pour vous associer? Première étape, identifiez vos besoins. Vous êtes dans le marketing? Optez pour une IA spécialisée en analyse de données et SEO. Vous êtes créatif? Une IA de génération de contenu pourrait être votre meilleur allié. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire IA, l'étape suivante est de l'intégrer dans votre routine de travail. Commencez petit. Utilisez l'IA pour des tâches simples comme la génération d'idées ou l'analyse de données. Puis, au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec ses capacités, augmentez la complexité des tâches. L'objectif? Créer une synergie où l'IA s'occupe des tâches répétitives et complexes, vous laissant plus de temps pour la stratégie et la créativité. C'est ça, être un centaure efficace. Alors, prêt à booster votre productivité au max? Focus sur la qualité. Quand l'IA devient votre coach éditorial, on le sait, dans le monde du contenu, la qualité prime sur la quantité. Et c'est là que l'IA peut vraiment briller. Plutôt que de vous aider à pondre des articles à la chaîne, pourquoi ne pas utiliser l'IA pour peaufiner ce que vous avez déjà? Imaginez, vous avez écrit un article, et votre IA peut le passer au crible pour en améliorer la structure, le style, et même l'optimisation SEO. Elle peut suggérer des mots-clés pertinents, identifier des passages qui pourraient être clarifiés, et même vous donner des idées pour des appels à l'action plus efficaces. En gros, l'IA peut devenir votre rédacteur en chef virtuel, vous aidant à améliorer chaque aspect de votre contenu. Et ça, c'est un game changer. Vous ne produisez pas seulement plus, vous produisez mieux. Alors, prêt à mettre l'accent sur la qualité? Écoutez, si vous pensez que vous pouvez vous asseoir confortablement après avoir appris les bases de l'IA, vous avez tout faux. L'IA, c'est un peu comme la mode, si vous ne suivez pas, vous êtes vite dépassé.
la veille technologique est donc votre nouvelle meilleure amie. Abonnez-vous à des newsletters, suivez les leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, et ne ratez pas les dernières conférences et webinaires. Vous devez être au courant des dernières avancées, des mises à jour d'algorithmes et des nouvelles fonctionnalités. Mais ce n'est pas tout. Une formation en IA peut être un énorme atout. Que ce soit un cours en ligne, un bootcamp ou même un diplôme universitaire, investir dans votre éducation vous donnera un avantage compétitif. Vous serez non seulement capable de mieux utiliser les outils à votre disposition, mais aussi de comprendre les enjeux éthiques et techniques qui les entourent. Alors, prêt à devenir un éternel étudiant de l'IA? Parce que dans ce domaine, celui qui arrête d'apprendre est celui qui arrête de grandir. Maintenant que nous avons exploré ce sujet en profondeur, il est temps de passer à la conclusion. On a parlé de tout, de l'automatisation du contenu à la dépendance technologique, en passant par la qualité et les défis à relever. L'IA est une bête de course, mais elle a aussi ses limites. Et c'est là que vous entrez en jeu. Le futur du blogging et du copywriting? C'est le centaure, ce mix parfait entre l'humain et l'IA. Utilisez l'IA pour booster votre créativité, pas pour la remplacer. Formez-vous, restez à jour et surtout, prenez le contrôle. Alors, qu'attendez-vous? Devenez un centaure et prenez les rênes de votre avenir dans ce monde digital en constante évolution. Parce qu'au final, c'est vous le maestro de cette symphonie entre l'homme et la machine. Allez, à vos marques, prêts, bloguez. Si tu cherches à comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment tu peux en prendre soin, le livre Bouge ton cerveau est une lecture incontournable. Ce bouquin ne se contente pas de te donner des faits scientifiques à mémoriser, il t'invite à une véritable aventure de découverte de toi-même. L'auteur explore de manière fascinante l'impact de l'activité physique et mentale sur la santé de notre cerveau. Et devine quoi? Ce livre est la pierre angulaire de notre discussion d'aujourd'hui sur les implications de l'activité neuronale excessive, notamment en ce qui concerne le stress et l'anxiété. Alors, si tu te demandes comment le stress et l'anxiété peuvent affecter ton espérance de vie, et ce que tu peux faire à ce sujet, reste avec moi. On va plonger dans quelques enseignements clés de ce livre qui vont non seulement éclairer ta lanterne mais aussi te donner des outils pratiques pour booster la santé de ton cerveau. Voilà une introduction qui donne le ton et prépare le terrain pour une discussion enrichissante. Ça te plaît? Le lien entre activité neuronale et longévité, résumé du thème central du livre, l'importance de l'activité physique et mentale pour la santé du cerveau. Le cœur du livre, Bouge ton cerveau, bat autour d'une idée centrale, ton cerveau n'est pas une machine statique, mais un organe dynamique qui réagit et s'adapte en fonction de ton mode de vie. L'auteur démontre de manière convaincante que l'activité physique et mentale n'est pas seulement bonne pour ton corps, mais qu'elle est aussi essentielle pour maintenir ton cerveau en pleine forme. On ne parle pas seulement de résoudre des mots croisés ou de faire quelques jumping jacks. Non, le livre va bien au-delà et explore comment des activités variées, allant de la méditation à la course à pied, peuvent littéralement remodeler la structure et la fonction de ton cerveau. Et ce n'est pas tout. L'auteur souligne également que cette activité régulière peut aider à prévenir ou à atténuer des conditions comme le stress, l'anxiété, et même certains troubles neurodégénératifs. En gros, si tu veux que ton cerveau soit ton allié et non ton ennemi, tu dois le mettre au travail. Alors, prêt à bouger ton cerveau? Ce résumé devrait donner à tes lecteurs une bonne idée de ce qu'ils peuvent attendre du livre et pourquoi il est si pertinent pour notre discussion sur le stress, l'anxiété et l'activité neuronale. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que l'activité neuronale excessive? Si tu as déjà lu Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur aborde le sujet du cerveau comme un organe en constante évolution, influencé par nos actions et notre environnement. Dans ce contexte, parlons de l'activité neuronale excessive. Imagine ton cerveau comme une autoroute où les voitures sont des impulsions électriques se déplaçant d'un neurone à l'autre. Normalement, il y a un bon flux de trafic. Mais que se passe-t-il quand il y a un embouteillage? L'activité neuronale excessive, c'est un peu comme un embouteillage dans ton cerveau. Les neurones envoient trop de signaux en même temps, créant un déséquilibre dans le système. Selon le livre, ce genre d'activité peut être stimulé par des facteurs comme le stress, l'anxiété, ou même un manque d'exercice physique et mental. Et tout comme un embouteillage peut causer des accidents ou des retards, une activité neuronale excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de ton cerveau à long terme, y compris une réduction potentielle de l'espérance de vie. Alors, si tu te demandes pourquoi il est crucial de bouger ton cerveau, c'est parce que l'activité physique et mentale peut t'aider à réguler cette activité neuronale et à maintenir ton cerveau en bonne santé. En d'autres termes, un cerveau actif mais équilibré est la clé de la longévité et du bien-être. Ça te donne une idée plus claire de ce qu'est l'activité neuronale excessive et pourquoi il est si important de la réguler? Comment? Cette activité neuronale excessive est mesurée ou observée. Si tu t'es déjà demandé comment les scientifiques arrivent à mesurer ce qui se passe dans notre cerveau, tu n'es pas seul.
Dans Bouge ton cerveau, l'auteur nous donne quelques indices sur les méthodes utilisées pour observer et mesurer l'activité neuronale. Alors, comment fait-on? Électroencéphalogramme EEG, c'est un peu comme écouter la radio du cerveau. L'EEG mesure les ondes électriques produites par les neurones. Une activité neuronale excessive se traduirait par des pics anormaux dans ces ondes. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle IRMF, cette technique permet de visualiser en temps réel les zones du cerveau qui sont les plus actives. Si une zone est anormalement active, c'est souvent un signe d'activité neuronale excessive. Test neuropsychologique. Parfois, l'activité neuronale excessive peut être détectée à travers des tests qui mesurent des fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention ou la vitesse de traitement de l'information. Biomarqueurs. Certains chercheurs explorent l'utilisation de biomarqueurs dans le sang ou le liquide céphalorachidien pour détecter des signes d'activité neuronale excessive. Observation comportementale. Enfin, des signes comme l'agitation, l'anxiété ou même des troubles du sommeil peuvent être des indicateurs indirects d'une activité neuronale excessive. En résumé, mesurer l'activité neuronale n'est pas une science exacte et nécessite souvent une combinaison de plusieurs méthodes. Mais grâce à ces outils, on peut avoir une idée assez précise de ce qui se passe dans notre boîte crânienne. Et toi, serais-tu prêt à passer sous le scanner pour voir comment ton cerveau se porte? Recherche clé, lien entre activité neuronale excessive et réduction de l'espérance de vie. Si tu as été captivé par Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur ne se contente pas de lancer des affirmations en l'air. Il s'appuie sur des recherches solides pour étayer ses points. Alors, qu'est-ce que la science a à dire sur le lien entre l'activité neuronale excessive et la réduction de l'espérance de vie? Études sur la longévité et le cerveau. Le livre fait référence à des études qui montrent que les personnes ayant une activité neuronale bien régulée ont tendance à vivre plus longtemps. À l'inverse, une activité neuronale excessive est associée à une espérance de vie plus courte. Effet du stress chronique. Le stress chronique est un facteur bien connu qui peut augmenter l'activité neuronale. Le livre cite des recherches montrant que le stress chronique peut non seulement affecter la qualité de vie mais aussi réduire l'espérance de vie. Rôle des neurotransmetteurs. L'auteur aborde également le rôle des neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA, qui sont impliqués dans la régulation de l'activité neuronale. Des déséquilibres dans ces neurotransmetteurs peuvent entraîner une activité neuronale excessive, et par conséquent, affecter la longévité. Implications pour les maladies neurodégénératives. Le livre souligne que l'activité neuronale excessive peut être un facteur de risque pour des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, qui ont un impact direct sur l'espérance de vie. L'importance de l'équilibre. En fin de compte, le livre insiste sur l'importance de maintenir un équilibre dans l'activité neuronale pour une vie plus longue et plus saine. En somme, Bouge ton cerveau nous donne une vision assez complète des risques associés à l'activité neuronale excessive et pourquoi il est crucial de la réguler pour améliorer notre espérance de vie. Alors, prêt à prendre les choses en main pour vivre plus longtemps et en meilleure santé? Implications pour le stress et l'anxiété. Effet sur le cerveau. Comment le stress et l'anxiété contribuent à l'activité neuronale excessive. Selon le livre Si tu as dévoré Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler des effets du stress et de l'anxiété sur notre cerveau. Alors, comment ces deux fléaux modernes contribuent-ils à l'activité neuronale excessive? Réponse au stress. Le livre explique que notre cerveau a une réponse au stress qui, à l'origine, était conçue pour nous aider à réagir rapidement en cas de danger. Le problème, c'est que cette réponse peut devenir chronique dans notre monde stressant, ce qui entraîne une suractivité neuronale. Libération de cortisol. Le stress et l'anxiété provoquent la libération de cortisol, l'hormone du stress, qui peut perturber l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau. Ce déséquilibre peut conduire à une activité neuronale excessive. Hyperstimulation des circuits neuronaux. Le livre souligne que le stress et l'anxiété peuvent hyperstimuler certains circuits neuronaux, notamment ceux liés à la vigilance et à la réactivité. Cette hyperstimulation peut contribuer à l'embouteillage neuronal que nous avons évoqué plus tôt. Effet sur la plasticité cérébrale. L'auteur aborde également le concept de plasticité cérébrale, qui est la capacité du cerveau à se remodeler en fonction de nos expériences. Le stress et l'anxiété peuvent affecter cette plasticité, rendant le cerveau moins capable de s'adapter et plus susceptible à l'activité neuronale excessive. Boucle de rétroaction négative. Enfin, le livre met en lumière la boucle de rétroaction négative où le stress et l'anxiété alimentent l'activité neuronale excessive, qui à son tour augmente le stress et l'anxiété, créant un cercle vicieux difficile à briser. En gros, si tu te demandes pourquoi tu devrais prendre au sérieux le stress et l'anxiété, c'est parce qu'ils peuvent littéralement reprogrammer ton cerveau pour le pire. Alors, prêt à rompre le cercle vicieux? Conséquences sur la longévité, implications potentielles pour l'espérance de vie. Si tu as été captivé par Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur ne se contente pas de parler des effets immédiats du stress et de l'anxiété. Il va plus loin en explorant comment ces états mentaux peuvent affecter notre longévité. Alors, quel est le verdict?
Réduction de l'espérance de vie, le livre souligne que l'activité neuronale excessive, souvent alimentée par le stress et l'anxiété, est liée à une réduction de l'espérance de vie. En d'autres termes, trop de stress et d'anxiété pourrait littéralement te coûter des années de vie. Impact sur les maladies chroniques, l'auteur explique que cette suractivité neuronale peut augmenter le risque de développer des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou même des troubles cardiaques, qui ont un impact direct sur la longévité. Effet sur la qualité de vie, le livre met également en avant que même si le stress et l'anxiété ne te tuent pas directement, ils peuvent sérieusement affecter ta qualité de vie, ce qui a des implications pour une vie longue et heureuse. Rôle de la résilience mentale, l'auteur insiste sur l'importance de développer une résilience mentale pour contrer ces effets. Une meilleure gestion du stress et de l'anxiété peut non seulement améliorer ta qualité de vie mais aussi potentiellement augmenter ton espérance de vie. Importance de l'équilibre, en fin de compte, le livre revient à l'idée d'équilibre. Un cerveau bien équilibré est moins susceptible à l'activité neuronale excessive et donc à ses effets néfastes sur la longévité. En résumé, si tu cherches à vivre une vie longue et épanouie, la gestion du stress et de l'anxiété ne devrait pas être prise à la légère. Ce sont des facteurs qui, selon Bouge ton cerveau, peuvent avoir un impact significatif sur combien de temps tu vas rester sur cette planète. Alors, prêt à prendre des mesures pour une vie plus longue et plus saine? Autres risques associés, problèmes de santé exacerbés par l'activité neuronale excessive. Si tu as lu Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur ne s'arrête pas simplement à l'impact du stress et de l'anxiété sur la longévité. Il explore aussi d'autres problèmes de santé qui peuvent être exacerbés par une activité neuronale excessive. Alors, quels sont ces risques supplémentaires? Troubles du sommeil, le livre met en évidence que l'activité neuronale excessive peut perturber les cycles de sommeil, ce qui peut avoir un effet domino sur d'autres aspects de la santé, comme le système immunitaire et la régulation du poids. Dépression et troubles de l'humeur, l'auteur souligne que cette suractivité neuronale peut déséquilibrer les neurotransmetteurs responsables de l'humeur, augmentant ainsi le risque de dépression et d'autres troubles de l'humeur. Problèmes digestifs, oui, tu as bien lu. Le livre explique que le cerveau et le système digestif sont étroitement liés. Une activité neuronale excessive peut donc perturber la digestion et même contribuer à des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable. Affaiblissement du système immunitaire, l'auteur aborde également le fait que le stress chronique et l'activité neuronale excessive peuvent affaiblir le système immunitaire, te rendant plus vulnérable aux infections et aux maladies. Risque cardiovasculaire, le livre mentionne que cette suractivité neuronale peut augmenter la tension artérielle et le taux de cholestérol, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Impact sur la mémoire et la cognition, enfin, l'auteur note que l'activité neuronale excessive peut affecter la mémoire et d'autres fonctions cognitives, ce qui peut avoir des implications à long terme pour la santé mentale. En gros, l'activité neuronale excessive n'est pas seulement un risque pour ta longévité, elle peut aussi avoir un impact sur ta qualité de vie de plusieurs manières. Donc, si tu penses que le stress et l'anxiété sont juste dans ta tête, Bouge ton cerveau est là pour te rappeler que les effets sont bien plus vastes. Alors, prêt à prendre des mesures pour minimiser ces risques? Stratégie de gestion, comment contrôler l'activité neuronale excessive? Si tu as été impressionné par Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur ne te laisse pas dans le désarroi. Après avoir exploré les risques associés à l'activité neuronale excessive, il te donne aussi des outils pour prendre le contrôle. Alors, comment peut-on gérer cette suractivité neuronale? Méditation et pleine conscience, le livre insiste sur le pouvoir de la méditation pour calmer l'esprit et réduire l'activité neuronale excessive. La méditation de pleine conscience, en particulier, peut aider à réguler les émotions et à réduire le stress, ce qui a un effet apaisant sur le cerveau. Exercice physique, l'auteur est un grand fan de l'activité physique, et pour cause. Il explique que l'exercice régulier peut aider à réguler les neurotransmetteurs et à réduire l'activité neuronale excessive. Que ce soit une course rapide ou une séance de yoga, l'important est de bouger. Alimentation équilibrée, le livre aborde également l'impact de l'alimentation sur la santé du cerveau. Une alimentation riche en nutriments comme les oméga 3 peut aider à réguler l'activité neuronale. Sommeil de qualité, l'auteur souligne l'importance d'un bon sommeil pour réguler l'activité neuronale. Un sommeil de qualité peut aider à réinitialiser le cerveau et à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Techniques de respiration, le livre propose également des techniques de respiration comme la respiration profonde ou la cohérence cardiaque pour aider à contrôler l'activité neuronale excessive. Connexion sociale, enfin, l'auteur rappelle l'importance des relations sociales pour la santé du cerveau. Un bon réseau social peut servir de tampon contre le stress et l'anxiété, aidant ainsi à réguler l'activité neuronale. En résumé, Bouge ton cerveau te donne une panoplie d'outils pour prendre le contrôle de ton cerveau et par extension, de ta vie. Alors, prêt à mettre en pratique ces stratégies pour un cerveau plus sain et une vie plus longue? Conclusion,
prendre le contrôle de ton cerveau pour une vie meilleure. Si tu as lu Bouge ton cerveau, tu sais que l'auteur nous donne une feuille de route complète pour comprendre et gérer notre cerveau. Alors, quels sont les takeaways majeurs? Activité neuronale excessive, ce n'est pas juste un jargon scientifique, c'est un phénomène qui peut avoir des conséquences graves sur ta santé et ta longévité. Le stress et l'anxiété sont des contributeurs majeurs à cette suractivité. Impact sur la longévité, oui, ton cerveau peut littéralement influencer combien de temps tu vas vivre. Une activité neuronale excessive est liée à une réduction de l'espérance de vie et à une augmentation du risque de maladies chroniques. Autres risques associés, ce n'est pas seulement ta longévité qui est en jeu. Des problèmes comme les troubles du sommeil, la dépression, et même des problèmes digestifs peuvent être exacerbés par cette suractivité neuronale. Stratégie de gestion, heureusement, le livre nous donne des outils pour prendre le contrôle. Que ce soit la méditation, l'exercice physique, ou même une bonne nuit de sommeil, il y a des moyens de réguler cette activité neuronale excessive. En résumé, Bouge ton cerveau n'est pas juste un livre, c'est un guide pour une vie plus saine et plus longue. Il nous rappelle que notre cerveau est un organe dynamique qui réagit à notre mode de vie, et qu'en prenant les bonnes mesures, on peut non seulement vivre mieux, mais aussi plus longtemps. Alors, prêt à bouger ton cerveau et à prendre le contrôle de ta vie? Appel à l'action, prends le contrôle de ton cerveau aujourd'hui. Si tu as été captivé par Bouge ton cerveau, tu sais que l'heure de l'action a sonné. Ce livre n'est pas seulement une lecture fascinante, c'est un appel à prendre ta santé cérébrale en main. Alors, qu'attends-tu? Commence par la méditation, même 10 minutes par jour peuvent faire une différence énorme dans la régulation de ton activité neuronale. Intègre l'exercice dans ta routine, pas besoin de devenir un athlète olympique. Une simple marche quotidienne peut déjà avoir un impact positif. Fais attention à ce que tu manges, les oméga 3 sont tes amis. Pense à intégrer plus de poissons gras et de noix dans ton alimentation. Priorise le sommeil, ton cerveau a besoin de repos pour fonctionner correctement. Vise au moins 7 heures de sommeil de qualité par nuit. Connecte-toi avec les autres, ne sous-estime pas le pouvoir d'un bon réseau social. Parle à un ami, rejoins un groupe, ou même adopte un animal de compagnie. Lis Bouge ton cerveau, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Ce livre est une mine d'or d'informations et de conseils pratiques pour prendre soin de ton cerveau. En fin de compte, la gestion du stress et de l'anxiété n'est pas seulement une question de bien-être mental, c'est une question de longévité et de qualité de vie. Bouge ton cerveau, te donne tous les outils pour réussir. Alors, prêt à faire le premier pas vers un toi plus sain et plus heureux? Question stratégique pour le lecteur, à toi de jouer. Maintenant que tu as toutes ces infos en main, il est temps de te poser quelques questions stratégiques. Parce que, soyons honnêtes, la connaissance sans action, c'est comme un livre non lu sur une étagère. Alors, prêt à réfléchir? Quelles sont vos propres expériences avec le stress et l'anxiété? As-tu déjà ressenti les effets physiques du stress, comme un rythme cardiaque accéléré ou des maux de tête? Comment le stress et l'anxiété ont-ils affecté ta qualité de vie jusqu'à présent? Comment envisagez-vous de mettre en pratique les conseils du livre pour améliorer votre longévité? Quelle stratégie te semble la plus réalisable à court terme, méditation, exercice, meilleure alimentation? As-tu déjà un plan pour intégrer ces changements dans ta routine quotidienne? Réfléchir à ces questions peut t'aider à passer de la simple lecture à l'action concrète. Après tout, Bouge ton cerveau n'est pas juste un livre à lire, c'est un livre à vivre. Alors, quel sera-t-on? Premier pas vers un cerveau plus sain et une vie plus longue? Comment l'IA change le monde, sans le détruire? Introduction. Selon une étude mentionnée dans une vidéo de France 24, 40 des Français craignent que leur emploi soit menacé à court ou moyen terme par l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien lu, près de la moitié des Français sont inquiets. L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Entre les avancées technologiques et les débats éthiques, l'IA est devenue un sujet brûlant. Mais pourquoi tant de peur? Est-ce la crainte de l'inconnu, ou y a-t-il des raisons valables derrière ces inquiétudes? Dans la suite de ces propos, on va démystifier l'IA. On va aborder pourquoi elle n'est pas une menace pour l'emploi, pourquoi elle n'est pas aussi intelligente que vous le pensez, et pourquoi travailler avec l'IA n'est pas déshumanisant. Bref, on va répondre à toutes ces questions qui vous empêchent de dormir la nuit. L'IA n'est pas le Terminator de l'emploi mythe vs réalité, on a tous entendu ce refrain, l'IA va prendre notre job et nous remplacer. Mais détrompez-vous, c'est plus un mythe qu'une réalité. Selon une étude du World Economic Forum, 75 millions d'emplois pourraient être déplacés par l'IA, mais 133 millions de nouveaux emplois seraient également créés. Donc, en gros, pour chaque emploi perdu, près de 2 nouveaux sont créés. Nouveau horizon, parlons chiffres. Selon le même rapport du World Economic Forum, les emplois dans les domaines de la data science,
de l'ingénierie en IA et du développement de logiciels connaîtront une croissance de 37 d'ici 2022. Et ce n'est pas tout, des secteurs entièrement nouveaux émergent, comme celui des éthiciens en IA, ou des formateurs de modèles d'IA. Libération créative, l'IA n'est pas là pour vous voler votre job, mais plutôt pour vous libérer des tâches répétitives et ennuyeuses. Imaginez, plus de paperasse, plus de saisie de données, plus de calculs fastidieux. Vous pourrez enfin vous concentrer sur des tâches créatives et complexes qui nécessitent une véritable intelligence humaine. Question pour la réflexion stratégique, quelles tâches répétitives dans votre travail pourraient être automatisées par l'IA? Comment pouvez-vous vous préparer aux opportunités de carrière émergentes dans le domaine de l'IA? 2. L'IA, génie limité, pas génie universel. Intelligence artificielle vs intelligence humaine, l'IA est incroyablement douée pour résoudre des problèmes spécifiques, mais elle n'a pas encore la polyvalence de l'intelligence humaine. Par exemple, une IA peut battre un champion du monde aux échecs, mais elle ne saurait pas quoi faire d'une guitare. L'IA n'a pas de conscience, d'émotion, ni de capacité à comprendre le contexte comme nous. Spécialisation de l'IA, l'IA excelle dans des domaines comme la reconnaissance de motifs, le traitement du langage naturel ou l'analyse de données massives. En revanche, elle échoue dans des tâches qui nécessitent de l'empathie, de la créativité ou une compréhension profonde du contexte humain. Par exemple, une IA peut diagnostiquer une maladie en se basant sur des symptômes, mais elle ne peut pas ressentir l'empathie nécessaire pour le patient. Gardien humain, l'éthique et la réglementation sont cruciales dans le développement et l'application de l'IA. Sans un cadre éthique solide, l'IA pourrait être utilisée de manière abusive ou discriminatoire. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des gardiens humains qui établissent des règles et des limites. Ces gardiens peuvent être des éthiciens en IA, des régulateurs ou même des citoyens informés. Question pour la réflexion stratégique, quels sont les domaines où vous pensez que l'IA pourrait être plus efficace que les humains? Comment pouvez-vous intégrer une dimension éthique dans vos projets IA? En résumé, l'IA a ses forces et ses faiblesses. Elle n'est pas un génie universel, mais plutôt un outil spécialisé qui, bien encadré, peut accomplir de grandes choses. L'IA, un compagnon, pas un remplaçant. Humanisation par l'IA, c'est un peu paradoxal, mais l'IA peut rendre les interactions plus humaines. Prenons l'exemple des chatbots. Ils sont de plus en plus sophistiqués et peuvent gérer des requêtes complexes, ce qui libère du temps pour les agents du service client. Résultat? Quand vous avez besoin d'un humain, il est plus disponible et moins stressé. De plus, des chatbots comme Wobo utilisent l'IA pour fournir un soutien psychologique de base, ce qui peut être un premier pas vers une aide plus spécialisée. Allègement du fardeau, l'IA peut prendre en charge des tâches répétitives et fastidieuses, ce qui rend le travail plus agréable pour les humains. Imaginez ne plus avoir à trier des centaines de mails chaque jour parce qu'un algorithme le fait pour vous. Ou encore, pensez à des domaines comme la médecine où l'IA peut aider à analyser des radiographies, permettant aux médecins de se concentrer sur le diagnostic et le traitement. L'humain d'abord, il y a des secteurs où le contact humain est irremplaçable. Pensez à l'éducation, aux soins de santé mentale, ou à l'art. Dans ces domaines, l'IA peut être un outil utile, mais elle ne peut pas remplacer l'empathie, la créativité et le jugement humain. Par exemple, un robot peut aider à prendre soin d'une personne âgée, mais il ne remplacera jamais la chaleur humaine. Question pour la réflexion stratégique, comment pouvez-vous utiliser l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur dans votre entreprise ou projet? Quelles sont les limites éthiques à considérer lorsque l'IA interagit avec des humains? En gros, l'IA n'est pas là pour prendre votre place, mais plutôt pour vous rendre la vie plus facile et agréable. Elle est un complément, pas un substitut. 4. Comment adopter une IA responsable? Bonne pratique, adopter l'IA de manière responsable, c'est un peu comme adopter un animal de compagnie, ça demande de la réflexion et de l'engagement. Voici quelques étapes pour y parvenir. Évaluation des risques. Avant de plonger tête la première, évaluez les risques éthiques et sociaux liés à l'IA dans votre contexte. Transparence. Soyez transparent sur l'utilisation de l'IA, surtout si elle interagit avec des clients ou des utilisateurs. Contrôle humain. Assurez-vous qu'il y a toujours une option pour une intervention humaine en cas de décision cruciale. Formation et éducation. Éduquez vos équipes sur les principes éthiques de l'IA. Cas d'étude, Google utilise l'IA pour optimiser la consommation d'énergie dans ses data centers, réduisant ainsi leur empreinte carbone. IBM a développé des outils d'IA qui aident les médecins à poser des diagnostics plus précis, tout en respectant les données sensibles des patients. Conclusion récapitulative, on a démystifié pas mal de choses aujourd'hui, non? L'IA n'est ni un terminateur de l'emploi, ni un génie universel. Elle peut être un excellent compagnon pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, à condition d'être utilisée de manière responsable. Appel à l'action, alors, prêt à adopter l'IA dans votre vie? Mais attention, faites-le de manière éthique et réfléchie.
Et si vous avez des doutes, revenez à cet article ou consultez des experts. Teaser, restez branchés. Le prochain article portera sur comment l'IA peut révolutionner le secteur de la santé. Vous ne voudrez pas le manquer. Question pour la réflexion stratégique, comment pouvez-vous mettre en place des mesures de contrôle éthique pour l'IA dans votre entreprise ou votre structure? Quels sont les avantages à long terme d'une utilisation responsable de l'IA? Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour adopter l'IA de manière responsable et éthique. À vous de jouer. Le nouveau jeu de la vie et de l'entrepreneuriat. Hey, salut à toi, futur boss de l'entrepreneuriat. Tu sais, on dit souvent que la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Mais soyons honnêtes, si la vie est un jeu, alors l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ce jeu vidéo ultra addictif que tu ne peux pas lâcher. Sauf que là, les enjeux sont bien réels, ta réussite, ton épanouissement, et bien sûr, le pognon. Alors, comment naviguer dans ce jeu complexe sans se faire éliminer dès le premier niveau? Comment passer les étapes, collecter les bonus et finalement affronter le big boss final? T'inquiète, je suis là pour te guider à travers les différents niveaux de ce game de l'entrepreneuriat. Dans cet article, on va décomposer le parcours entrepreneurial en plusieurs niveaux, un peu comme dans un jeu vidéo. À chaque niveau, tu vas devoir accomplir des quêtes, acquérir des compétences et des armes pour passer au suivant. Et comme dans tout bon jeu, il y a des pièges à éviter et des boss à affronter. Prêt à relever le défi? Allez, c'est parti. Le concept du game de l'entrepreneuriat, alors, qu'est-ce que j'entends par game de l'entrepreneuriat? Imagine un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Tu commences au niveau 1, sans trop de ressources, sans trop de compétences, mais avec une tonne d'enthousiasme et d'énergie. Ton objectif? Atteindre le dernier niveau et battre le big boss, qui n'est autre que ton objectif entrepreneurial ultime. Dans ce jeu, chaque niveau représente une étape clé de ton parcours entrepreneurial. Tu vas devoir accomplir des quêtes spécifiques pour monter en niveau. Ces quêtes, ce sont les défis et les opportunités que tu vas rencontrer, trouver ton premier client, lancer ton premier produit, recruter ta première équipe, etc. Et comme dans tout bon jeu, il y a des récompenses à la clé, des compétences nouvelles, des contacts, et bien sûr, des revenus. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a des pièges, des obstacles, et des boss à chaque niveau. Ces boss, ce sont les grands défis que tu vas devoir surmonter pour passer au niveau suivant. Ça peut être un concurrent redoutable, un marché difficile à pénétrer, ou même tes propres limites et croyances. Et le meilleur dans tout ça? Tu n'es pas seul. Dans ce game de l'entrepreneuriat, tu peux t'allier avec d'autres joueurs, apprendre d'eux, et même les aider en retour. C'est un jeu coopératif et compétitif à la fois, un peu comme la vie, non? Alors, prêt à découvrir les différents niveaux de ce jeu palpitant et à planifier ta stratégie pour affronter le big boss final? Reste avec moi, on va se faire une petite partie ensemble. Voilà, tu as maintenant une idée de ce qui t'attend dans ce game de l'entrepreneuriat. Chaque niveau a ses propres règles, ses propres défis, et ses propres récompenses. Et comme dans tout bon jeu, la clé, c'est de bien comprendre ces règles pour pouvoir les utiliser à ton avantage. Alors, prêt à passer au niveau suivant? Pourquoi comprendre les différents niveaux est crucial avant d'affronter le Big Boss, tu te demandes peut-être, pourquoi je devrais me soucier de tous ces niveaux? Je veux juste atteindre mon objectif et devenir le boss de ma propre vie. Je te comprends, vraiment. Mais voilà, dans ce game de l'entrepreneuriat, foncer tête baissée vers le Big Boss sans préparation, c'est un peu comme essayer de battre le boss final d'un jeu vidéo alors que tu es encore au niveau 1. Spoiler alerte, ça va mal se terminer. Les compétences et les outils chaque niveau te donnent accès à de nouvelles compétences et à des outils que tu n'avais pas avant. Tu commences en tant que freelance? Tu apprends à te vendre et à gérer des clients. Tu passes au stade de baby entrepreneur? Tu apprends à dire non, à te spécialiser, et à augmenter tes tarifs. Ce sont des compétences et des outils que tu vas absolument vouloir avoir dans ton arsenal quand tu arriveras face au big boss. Les alliés et les réseaux, n'oublie pas, ce jeu est aussi coopératif. Les niveaux précédents te permettent de rencontrer des alliés, de bâtir un réseau, et même de trouver des mentors. Crois-moi, quand tu seras face au big boss, tu seras bien content d'avoir une équipe solide derrière toi. La connaissance du terrain chaque niveau te fait découvrir un nouvel aspect du monde entrepreneurial. C'est comme une carte que tu explores, petit à petit. Et cette connaissance du terrain est inestimable. Elle te permet de repérer les opportunités que tu aurais manquées autrement, mais aussi d'anticiper les pièges et les obstacles. La confiance et la résilience last but not least, chaque niveau que tu passes renforce ta confiance en toi et ta résilience. Et crois-moi, tu vas en avoir besoin.
Le Big Boss ne sera pas facile à vaincre, et tu vas devoir faire preuve d'une sacrée dose de courage et de persévérance. En résumé, chaque niveau est une étape de préparation pour le combat final. Si tu brûles les étapes, non seulement tu vas te retrouver mal préparé, mais tu vas aussi passer à côté de ressources et d'opportunités qui auraient pu faire toute la différence. Alors, prêt à jouer sérieusement? Et voilà, tu sais maintenant pourquoi il est crucial de bien comprendre les différents niveaux avant d'affronter le Big Boss. Dans la suite, on va plonger dans le détail de chaque niveau pour que tu puisses préparer ta stratégie. Alors, toujours partant pour cette aventure? Niveau 1. Le freelancing A. Le freelancing, le point de départ de tant d'aventures entrepreneuriales. Pourquoi est-ce le premier niveau du jeu, tu te demandes? Simple, c'est ta première arène, le terrain où tu vas te faire les dents. En tant que freelance, tu apprends les bases du game, comment te vendre, comment négocier, comment gérer des clients et surtout, comment survivre dans la jungle entrepreneuriale. C'est un peu comme le tutoriel d'un jeu vidéo, sauf que les enjeux sont bien réels. Tu vas devoir maîtriser des sous-compétences essentielles comme la prospection, la fixation des tarifs et la gestion du temps. Et crois-moi, si tu ne passes pas ce niveau, les suivants vont te sembler insurmontables. Le freelancing te donne cette première couche d'expérience et de confiance qui est absolument cruciale pour la suite. Alors, prêt à relever le défi? Alors, tu te lances dans le freelancing? Bien joué. Mais attends, ce n'est pas juste une partie de plaisir. Il y a des sous-compétences clés à maîtriser pour vraiment crush ce niveau. Premièrement, tu vas devoir apprendre à prospecter efficacement. Oui, les clients ne vont pas tomber du ciel. Deuxièmement, tu devras construire une offre solide. C'est quoi ta valeur ajoutée? Pourquoi un client devrait te choisir toi plutôt qu'un autre? Troisièmement, tu vas devoir apprendre à gérer ton cash flow. Parce que, spoiler alerte, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas vite te retrouver à jouer en mode survie. Et enfin, il y a la gestion du temps. En tant que freelance, ton temps c'est littéralement de l'argent. Donc, apprendre à le gérer efficacement, c'est comme trouver un chien à code pour gagner plus. Chaque sous-compétence que tu maîtrises est comme un nouvel item dans ton inventaire, te rendant de plus en plus prêt pour les niveaux suivants. Alors, t'es prêt à grinder pour acquérir ces compétences? Tu devras aussi éviter un certain nombre d'obstacles. Ah, les pièges. Chaque niveau en a, et le freelancing n'est pas en reste. Le premier piège classique, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon? Elle peut te freiner et te faire sous-évaluer tes tarifs. Deuxième piège, l'hyperspécialisation trop rapide. Oui, être spécialisé, c'est bien, mais si tu te niches trop tôt, tu risques de passer à côté de projets variés qui pourraient t'enrichir professionnellement. Troisième piège, la négligence administrative. Facture, comptabilité, contrat. C'est chiant, mais si tu ne t'en occupes pas, ça peut te coûter cher. Et enfin, le piège de l'épuisement professionnel. En freelance, la frontière entre vie pro et vie perso est mince. Bosser 24/7 peut sembler une bonne idée pour booster tes revenus. Mais au prix de ta santé et de ta vie sociale, ça ne vaut pas le coup. Bref, ces pièges sont comme des boss miniatures que tu dois vaincre pour passer au niveau suivant. Les identifier, c'est déjà faire un grand pas pour les éviter. Alors, prêt à naviguer en terrain miné? Autre défi à relever, le fameux syndrome de l'imposteur, le boss caché du niveau 20. Ce truc peut vraiment te saboter si tu ne t'en occupes pas. Alors, comment le vaincre? Premièrement, reconnais tes victoires, même les petites. Chaque client satisfait, chaque projet réussi, c'est une preuve que tu as ta place dans ce game. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui te boostent. Un bon réseau, c'est comme une équipe de soutien dans un RPG, ça te donne des buffs de confiance. Troisièmement, éduque-toi continuellement. Plus tu en sais, moins tu doutes de toi-même. Et enfin, pratique l'auto-réflexion. Prends du temps pour évaluer tes compétences, tes réussites et tes échecs de manière objective. Le but? Transformer ce syndrome en un simple PNJ personnage non joueur qui te donne des quêtes secondaires pour te rendre plus fort, plutôt qu'un boss qui te bloque le passage. Alors, prêt à affronter ce démon intérieur? Niveau 2. Le baby entrepreneur. Bienvenue au niveau 2, jeune padawan. Ici, le game change un peu. Tu as survécu au freelancing, tu as des clients, et maintenant tout le monde veut un bout de toi. C'est flatteur, mais attention, c'est aussi un piège. Le skill à maîtriser ici, c'est l'art de dire non. Pourquoi? Parce que dire oui à tout, c'est comme essayer de ramasser tous les objets dans un jeu vidéo, tu vas vite te retrouver surchargé et incapable de bouger. Dire non te permet de te concentrer sur des projets qui correspondent vraiment à ta niche et à tes compétences.
C'est aussi un moyen de préserver ta santé mentale et physique. En gros, dire non, c'est comme choisir ta classe de personnage dans un RPG. Tu ne peux pas être à la fois un guerrier, un mage et un archer. Tu dois choisir une voie et tenir pour devenir vraiment puissant. Alors, prêt à faire des choix stratégiques? Interrogeons-nous en nous posant cette question cruciale, comment choisir sa niche et pourquoi c'est crucial alors, parlons niche. Imagine que tu es dans un RPG et que tu dois choisir une guilde. Tu ne vas pas choisir n'importe laquelle, non? Tu vas choisir celle qui correspond à tes skills et à tes objectifs de jeu. C'est pareil dans le game de l'entrepreneuriat. Choisir sa niche, c'est comme choisir sa guilde, ça va définir tes missions, tes alliés et même tes ennemis. Alors, comment choisir? Premièrement, identifie tes compétences et tes passions. Si tu es bon en quelque chose et que ça te plaît, c'est déjà un bon début. Deuxièmement, analyse le marché. Y a-t-il une demande? Qui sont les concurrents? Troisièmement, teste et ajuste. Lance-toi, reçois des feedbacks et ajuste ta niche en conséquence. Pourquoi c'est crucial? Parce que ta niche c'est ton identité de marque. C'est ce qui va te différencier dans un marché saturé. C'est aussi ce qui va te permettre de devenir un expert reconnu dans ton domaine. Et enfin, c'est ce qui va attirer à toi les bons clients, ceux qui sont vraiment intéressés par ce que tu as à offrir et qui sont prêts à payer le prix fort pour ça. En résumé, choisir sa niche, c'est comme choisir son arme dans un jeu, choisis la bonne, et tu seras imbattable. Autre défi que tu devras relever dans ce niveau, fixer son prix, le TJM vs la facturation à la mission. Ah, la question du prix, le dilemme éternel. C'est un peu comme choisir entre deux super pouvoirs dans un jeu. D'un côté, tu as le TJM taux journalier moyen, qui est simple et direct. C'est comme un sort de soin de base, ça fait le job, mais ça ne te rend pas invincible. Le TJM, c'est bien pour commencer, mais ça a ses limites. Ton temps est limité, donc tes revenus aussi. De l'autre côté, tu as la facturation à la mission. C'est le sort de niveau avancé que tu débloques après avoir gagné de l'expérience. Facturer à la mission te permet de valoriser ton expertise et la valeur que tu apportes, plutôt que le temps que tu y passes. C'est un game changer. Ça te permet de scaler, de prendre des projets plus gros et de vraiment maximiser tes revenus. Alors, comment choisir? Pense à ton objectif final. Si tu veux juste gagner ta vie en faisant ce que tu aimes, le TJM peut suffire. Mais si tu veux construire un empire, tu dois sérieusement envisager la facturation à la mission. C'est comme choisir entre rester un simple soldat ou devenir le héros de la saga. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? Ensuite, la proposition de valeur unique s'avère cruciale pour la suite des événements, parlons-en. C'est un peu comme ton sort signature dans un jeu de rôle, celui qui te distingue des autres joueurs et qui fait que tout le monde veut être dans ton équipe. En termes d'entrepreneuriat, ta proposition de valeur unique, c'est ce qui te rend indispensable aux yeux de tes clients. C'est ce que tu fais mieux que personne d'autre, ou du moins différemment. Ça peut être une compétence, une approche, un service après-vente de malade, ou même ta personnalité. L'important, c'est que ça te distingue de la concurrence. Pour l'identifier, pose-toi des questions comme, qu'est-ce que mes clients gagnent en travaillant avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Quel problème spécifique suis-je en mesure de résoudre? Une fois que tu as ta proposition de valeur unique, mets-la en avant partout, sur ton site, dans tes pitchs clients, dans ta bio sur les réseaux sociaux. Fais en ton cri de guerre et regarde les opportunités se multiplier. Alors, quel est ton sort signature? Niveau 3 l'entrepreneur en devenir. Bienvenue au niveau 3, l'entrepreneur en devenir. À ce stade, tu as déjà quelques succès à ton actif, mais tu te rends compte que tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est comme dans un jeu vidéo où tu as besoin d'une équipe pour affronter les boss les plus coriaces. L'art de la délégation et du recrutement devient crucial ici. Délégation ne signifie pas simplement jeter des tâches aux autres. C'est un art délicat qui nécessite de savoir quelles compétences déléguer et à qui. Le recrutement, c'est un peu comme choisir les membres de ton équipe dans un RPG. Tu veux des gens qui complètent tes compétences, qui partagent ta vision et qui sont aussi passionnés par le projet que toi. Le secret? Recrute pour la culture d'entreprise autant que pour les compétences. Un bon fit culturel peut faire des merveilles pour la productivité et la satisfaction de l'équipe. Et une fois que tu as une équipe de choc, assure-toi de les coacher et de les soutenir. Après tout, un leader n'est aussi bon que son équipe. Alors, prêt à assembler ton escouade de rêve et à passer au niveau supérieur? Le coaching d'équipe, c'est un peu comme être le capitaine d'une équipe de super-héros. Tu as rassemblé des talents incroyables, mais maintenant, comment les amener à travailler ensemble comme une machine bien huilée? Premièrement, comprends les forces et les faiblesses de chaque membre.
C'est comme savoir qui est le meilleur pour le combat rapproché et qui est le sniper de l'équipe. Ensuite, fixe des objectifs clairs. Dans un jeu, tu sais que tu dois battre le boss à la fin du niveau. En affaires, tes objectifs doivent être tout aussi clairs. Mais attention, le coaching ne s'arrête pas à la stratégie et aux objectifs. Il faut aussi s'occuper du bien-être de l'équipe. Un check-in régulier sur le moral des troupes peut faire des merveilles. Et n'oublie pas de célébrer les victoires, même les petites. Un peu de reconnaissance peut booster le moral et la productivité. Enfin, sois ouvert au feedback. Un bon capitaine écoute son équipage. Qui sait, il pourrait avoir des idées géniales que tu n'as pas envisagées. Alors, prêt à transformer une bande de héros solo en une véritable équipe de choc? Les KPIs, ou indicateurs clés de performance? C'est un peu comme ton tableau de bord dans un jeu de course. Il te montre si tu vas dans la bonne direction ou si tu es sur le point de te cracher. En tant qu'entrepreneur en devenir, tu dois savoir quels KPIs suivre pour mesurer le succès de ton équipe. Parmi les classiques, on trouve le chiffre d'affaires, le taux de conversion, la satisfaction client, mais n'oublie pas les KPIs liés à la performance de l'équipe comme le taux d'engagement, la productivité ou même le bien-être des employés. Chaque entreprise est unique, donc tes KPIs le seront aussi. L'important, c'est de les choisir en fonction de tes objectifs. Tu veux augmenter les ventes? Suis le taux de conversion. Tu veux améliorer le bien-être de ton équipe? Mesure le taux de turnover ou réalise des enquêtes de satisfaction interne. Et surtout, partage ces KPIs avec ton équipe. Rien de tel pour booster la motivation que de savoir que l'équipe est à 2 doigts de battre son record. Alors, quels sont les indicateurs qui vont te dire que tu es sur la voie du succès? Question stratégique, quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer pour maximiser votre valeur ajoutée? La délégation, c'est un peu comme dans un RPG où tu confies des quêtes secondaires à tes coéquipiers pendant que tu t'attaques au boss. La question stratégique ici, c'est de savoir quelles tâches tu peux passer à d'autres pour te concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à ton business. Commence par lister toutes les tâches que tu fais. Ensuite, identifie celles qui nécessitent vraiment ton expertise unique et ta vision. Tout le reste est potentiellement délégable. Par exemple, si tu excelles dans la stratégie et la prise de décision, pourquoi perdre du temps avec la gestion des réseaux sociaux ou la comptabilité? Ces tâches peuvent être facilement déléguées à des experts dans ces domaines. Le but est de libérer ton temps pour te concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée comme le développement de nouveaux produits, la stratégie d'entreprise ou la gestion des relations clés. Alors, prêt à passer le flambeau de certaines tâches pour te concentrer sur le big game? Niveau N, affronter le big boss symbolise le point culminant de ton aventure entrepreneuriale. C'est comme le boss final dans un jeu vidéo, celui que tu prépares à affronter depuis le début. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ton big boss, c'est ta vision à long terme. C'est ce rêve un peu fou qui te motive à te lever chaque matin. Pour certains, ça peut être de révolutionner une industrie, pour d'autres, c'est peut-être de créer un impact social ou environnemental majeur. Le truc, c'est que ce big boss n'est pas juste un objectif à atteindre, c'est une vision qui guide toutes tes actions et décisions. Il te permet de rester focus et de ne pas te perdre dans les méandres des tâches quotidiennes ou des opportunités alléchantes mais hors sujet. Et comme tout bon boss de fin de niveau, il te pousse à utiliser toutes les compétences et toutes les armes que tu as accumulées lors des niveaux précédents. Alors, quel est ce big boss que tu brûles d'envie de mettre au tapis? Et surtout, est-ce que tu as bien préparé ton arsenal pour ce combat épique? Pour affronter le big boss, tu vas avoir besoin de tout un arsenal de compétences et de ressources, un peu comme si tu rassemblais toutes les armes et tous les power UPS pour le combat final dans un jeu vidéo. Premièrement, tu auras besoin d'une expertise solide dans ton domaine. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que tu as appris jusqu'ici. Ensuite, une équipe de choc est indispensable. Tu sais, ces personnes qui sont non seulement compétentes mais qui croient aussi en ta vision. N'oublie pas le pouvoir du réseau. Des mentors et des partenaires stratégiques peuvent te donner des boosts inestimables. Financièrement, assure-toi d'avoir un bon coussin pour prendre des risques calculés. Et en parlant de calcul, tu vas aussi avoir besoin de données. Les KPIs, les métriques, les analyses, tout ça va te donner les informations nécessaires pour ajuster ta stratégie en temps réel. Et enfin, n'oublie pas la résilience et la flexibilité. Le combat avec le Big Boss est rarement un long fleuve tranquille. Il y aura des surprises, des obstacles, et tu devras savoir t'adapter. Alors, t'as tout ce qu'il faut pour le combat final où il te manque encore quelques power UPS? Question stratégique, quelles sont les quêtes secondaires qui vous prépareront pour le Big Boss? A. Les quêtes secondaires, ces missions qui semblent optionnelles mais qui te préparent en réalité pour le grand final.
Dans le game de l'entrepreneuriat, ces quêtes pourraient être des projets pilotes ou des collaborations stratégiques qui te permettent de tester tes idées à petite échelle. Pense aussi à des formations continues pour toi et ton équipe, histoire de rester à jour sur les dernières tendances et technologies. N'oublie pas non plus le networking ciblé. Participer à des événements de l'industrie ou rejoindre des organisations professionnelles peut t'ouvrir des portes que tu ne trouverais pas autrement. Et que dire de la R&D ? Investir dans la recherche et le développement peut te donner un avantage concurrentiel majeur pour le combat final. En gros, chaque quête secondaire est une occasion de gagner des XP, d'améliorer ton équipement et de recruter des alliés pour le combat à venir. Alors, quelles sont les quêtes secondaires sur lesquelles tu vas te concentrer pour te préparer au Big Boss ? Conclusion alors, t'as suivi le parcours ? De freelancer à baby entrepreneur, d'entrepreneur en devenir à l'affrontement avec le Big Boss, chaque niveau est une étape cruciale pour monter en puissance dans le game de l'entrepreneuriat. Le freelancing te donne les bases, t'apprends à te vendre et à gérer ton temps. Le stade de baby entrepreneur te pousse à dire non, à choisir ta niche et à fixer tes prix comme un pro. Ensuite, en tant qu'entrepreneur en devenir, tu maîtrises l'art de la délégation, du coaching et du suivi des KPIs. Et enfin, le Big Boss, ce n'est rien d'autre que ta vision à long terme, le but ultime de ton aventure entrepreneuriale. Chaque niveau a ses propres défis, ses propres compétences à acquérir et ses propres pièges à éviter. Mais n'oublie pas, la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu si tu ne te fixes pas d'objectifs ambitieux. Alors, prêt à passer au niveau suivant ? Allez, assez parlé, il est temps de passer à l'action. Si tu veux vraiment affronter ce Big Boss et gagner le game de l'entrepreneuriat, tu dois te préparer dès maintenant. Chaque décision que tu prends, chaque compétence que tu acquiers, chaque réseau que tu construis, tout ça te rapproche de ton objectif ultime. Donc, ne néglige pas les quêtes secondaires, elles sont là pour te préparer au combat final. Et surtout, n'oublie pas de kiffer le processus. Après tout, si la vie est un jeu, autant s'amuser en jouant, non ? Alors, équipe-toi, level up et prépare-toi à affronter le Big Boss. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner, il suffit de passer à l'action. À toi de jouer. Avant de clore ce sujet, je te propose un appel à l'action. Hey, et toi alors, t'en es où dans ce game de l'entrepreneuriat ? J'adorerais entendre parler de tes propres niveaux et de ton Big Boss. C'est quoi ta vision à long terme ? Quelles sont les compétences que tu cherches à maîtriser ? Partage tes expériences et tes objectifs en commentaire ou envoie-moi un petit message. Ça pourrait non seulement t'aider à clarifier tes idées, mais aussi inspirer quelqu'un d'autre sur son propre chemin entrepreneurial. Alors, n'hésite pas à partager ton aventure, parce que, crois-moi, on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. À très vite. Sommes-nous des Sims ? L'étude choc. Vous avez déjà été absorbé par un jeu vidéo au point de vous demander si notre propre monde pourrait être une simulation ? Vous n'êtes pas le seul. Et ce qui est encore plus fou, c'est que des avancées scientifiques récentes semblent donner du crédit à cette idée. En particulier, la deuxième loi de la dynamique de l'information, qui a des applications dans divers domaines scientifiques, pourrait être le premier jalon sur la route menant à la preuve que nous sommes les pions d'une simulation à grande échelle. Est-ce que notre réalité n'est qu'un gigantesque jeu vidéo ultra sophistiqué ? Cette question, autrefois réservée aux scénaristes de science-fiction et aux philosophes, commence à intriguer sérieusement la communauté scientifique. Et c'est dans le domaine de la physique de l'information que cette idée prend de plus en plus d'ampleur. Cette branche de la science avance l'idée révolutionnaire que notre univers est, au fond, une structure d'information, une sorte de code complexe composé de bits d'information. En 2019, un tournant majeur a eu lieu grâce aux travaux du Dr Melvin Vopson de l'Université de Portsmouth. Il a introduit un concept qui a fait l'effet d'une bombe, le principe d'équivalence masse-énergie-information. Ce principe suggère que l'information n'est pas seulement un concept abstrait, mais qu'elle a une masse physique. En d'autres termes, chaque particule élémentaire de notre univers stocke des informations, un peu comme notre ADN stocke les instructions pour construire et faire fonctionner un être humain. Mais ce n'est pas tout. L'année dernière, le Dr Vopson a franchi une nouvelle étape en proposant une loi fondamentale qui pourrait bien être la clé de voûte de cette théorie, la deuxième loi de la dynamique de l'information. Cette loi pourrait potentiellement fournir les premières preuves tangibles que notre univers n'est rien d'autre qu'une simulation informatique à grande échelle. Alors, sommes-nous les personnages d'un jeu vidéo cosmique, programmé par une intelligence inconnue ? Ou est-ce que cette théorie restera dans le domaine de la spéculation ? Une chose est sûre, la deuxième loi de la dynamique de l'information pourrait être le premier jalon sur la route menant à la réponse. Et si c'est le cas, elle pourrait bien révolutionner notre compréhension de la réalité elle-même. Qu'en penses-tu ? Cette idée de réalité simulée te semble-t-elle plus plausible maintenant ?
L'infodynamique ne se contente pas de considérer l'information comme une simple donnée. Elle la voit comme une entité mesurable, capable d'affecter le comportement du système qui la détient. Cette idée prend racine dans la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut que rester constante ou augmenter au fil du temps. En s'inspirant de cette loi, le docteur Vobson et Serban Lepadatu ont exploré l'entropie et la dynamique temporelle des systèmes d'information. Mais qu'est-ce qu'un système d'information dans ce contexte? Selon la théorie de l'information de Shannon, un système d'information est défini comme un système physique contenant des états d'information. En d'autres termes, chaque particule, chaque atome, chaque molécule dans l'univers pourrait être un porteur d'information. Et cette information, selon l'infodynamique, a une influence directe sur le comportement du système qui la contient. Les chercheurs s'attendaient à ce que l'entropie, ou le degré de désordre, de ces systèmes augmente avec le temps, en suivant la deuxième loi de la thermodynamique. Mais surprise! Ils ont découvert que l'entropie restait constante ou même diminuait, atteignant une sorte de valeur minimale d'équilibre. C'est ce résultat inattendu qui a donné naissance à la deuxième loi de l'infodynamique. Ce constat remet en question notre compréhension traditionnelle de l'entropie et ouvre la porte à une toute nouvelle façon de voir les systèmes d'information. Au lieu de devenir de plus en plus chaotiques, ces systèmes semblent atteindre un état d'équilibre, où l'information est optimisée. Cette nouvelle loi n'est pas juste une curiosité académique. Elle a des répercussions massives dans des domaines aussi variés que la recherche génétique, la biologie évolutionniste, le big data et même la cosmologie. Imaginez pouvoir prédire les mutations génétiques de virus et anticiper leurs impacts sur la santé publique. Comme le souligne Vobson dans la revue AIP Advance, cette loi offre un outil supplémentaire pour examiner ces systèmes et leur évolution dans le temps. Mais ce n'est pas tout. Dans sa dernière étude, Vobson a poussé le bouchon encore plus loin en testant diverses applications de cette loi, confirmant ainsi son caractère universel. Son objectif? Faire passer l'hypothèse de la simulation du stade de débat philosophique à une théorie scientifiquement reconnue. Et d'après ses résultats, il semble être sur la bonne voie. Dans ses recherches récentes, Vobson s'est penché sur un système biologique très actuel, les séquences d'ARN de différents variants du SARS-CoV-2. Et ce qu'il a trouvé est assez surprenant. Au lieu de voir l'entropie de l'information augmenter avec le nombre de mutations, comme on pourrait s'y attendre, il a observé que cette entropie diminuait linéairement au fil du temps et avec le nombre de mutations. En d'autres termes, il semble y avoir une corrélation unique entre l'information et la dynamique des mutations génétiques, comme le souligne le physicien. Dans cette nouvelle perspective, les mutations génétiques ne sont pas des accidents de la nature. Elles suivent un modèle régi par l'entropie de l'information. Et ce n'est pas tout, ces mutations semblent se produire de manière à réduire leur propre entropie d'information. En gros, la nature aime l'ordre plus que le désordre, même au niveau génétique. Mais Vobson ne s'est pas arrêté là. Il a également jeté un œil aux règles de Hind, ces principes en physique atomique qui déterminent comment les électrons peuplent les atomes. Et devinez quoi? La première règle de Hind, qui dit que l'état atomique de plus basse énergie est celui qui maximise le nombre quantique de spin total, est en fait une conséquence directe de cette deuxième loi de l'infodynamique. Les électrons, il semble, occupent les orbitales atomiques de manière à minimiser leur entropie d'information. Dans l'état actuel des choses, le consensus scientifique est que nous vivons dans un univers en expansion continue. Pour que tout cela colle avec la première loi de la thermodynamique, qui parle de la conservation de l'énergie, et avec le concept d'expansion adiabatique, l'entropie totale de l'univers doit rester constante. Vous suivez? En gros, si l'entropie physique augmente quelque part, elle doit nécessairement diminuer ailleurs. Et c'est là que l'entropie de l'information entre en jeu. Elle compenserait cette augmentation, permettant à l'univers de respecter ses propres règles. Selon le docteur Vobson, cette loi ne se contente pas de révolutionner notre compréhension de l'information ou de l'univers. Elle nous donne aussi une explication solide à la prévalence de la symétrie dans la nature. En utilisant des formes géométriques simples, Vobson a montré que plus un système est symétrique, plus son entropie de l'information est basse. En d'autres termes, la nature semble préférer les états où l'entropie de l'information est minimale, ce qui se traduit par une symétrie élevée. Selon le docteur Vobson, cette loi ne fait pas que minimiser le contenu informationnel de manière universelle, elle est aussi une nécessité cosmologique. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce processus de minimisation ressemble étrangement à ce qui se passe dans le codage informatique. Vous savez, quand un ordinateur supprime ou compresse des données pour économiser de l'espace et de l'énergie? Eh bien, c'est exactement ce que semble faire notre univers. Si notre réalité était une simulation, elle devrait intégrer un mécanisme d'optimisation et de compression des données. Et devinez quoi? C'est ce qu'on observe.
Vobson propose une expérience pour tester tout ça, la collision particule-antiparticule. C'est que quand une particule de matière rencontre une particule d'antimatière, paf, elle s'annule. Mais où va l'information contenue dans la particule? Selon Vobson, une annihilation position électron à température ambiante devrait produire 2 photons de faible énergie, ce qui serait le résultat de l'effacement de leur contenu informationnel. Ces questions fascinantes en entraînent d'autres, nous plongeant dans un univers qui n'est pas sans rappeler la série de science-fiction, Au-delà du réel. On se croirait presque dans un épisode où la frontière entre la réalité et l'imaginaire devient floue. Et là, une question encore plus vertigineuse se pose, l'information est-elle le 5e état de la matière? Oui, vous avez bien entendu. Après les états solides, liquides, gazeux et plasma, pourrait-on considérer l'information comme un état de la matière à part entière? Dans un monde où les données sont le nouveau pétrole, cette question n'est pas si farfelue. Elle ouvre la porte à des réflexions profondes sur la nature de notre réalité et sur l'impact potentiellement révolutionnaire de l'IA et de la technologie sur notre compréhension de l'univers. Alors, prêt à explorer ces nouvelles dimensions? Parce que, clairement, on n'est plus dans le Kansas, Dorothy. Dernièrement, on assiste à une véritable explosion de la quantité d'infos que l'on s'échange au quotidien. Tenez-vous bien, si on continue sur cette lancée, en moins de 350 ans, on aura créé plus de bits numériques qu'il y a d'atomes sur notre bonne vieille Terre. Oui, vous avez bien lu, on parle d'un nombre qui frôle le 10 à la puissance de 1000. C'est comme si chaque atome devenait une mini-bibliothèque d'infos. Ça donne le vertige, non? L'info, c'est comme l'air qu'on respire, elle est partout. Mais imaginez un instant qu'elle est aussi une masse. Oui, comme un objet physique. C'est ce que Melvin Vobson, un cerveau de l'université de Portsmouth au Royaume-Uni, a suggéré il y a quelques années. Et accrochez-vous, il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, il a même sorti un protocole expérimental pour tester cette idée de dingue. Si ça se confirme, on pourrait bien être en train de parler du 5e état de la matière. Alors, prêt à voir l'info autrement? All right, voilà qui clôture notre tour d'horizon sur l'avenir des blogueurs, infopreneurs et copywriters dans le monde fascinant, mais parfois effrayant, de l'IA. On a exploré des terrains aussi variés que l'automatisation de la création de contenu, les opportunités de data analytics, et bien sûr, la grande question de l'authenticité à l'ère des machines. Alors, est-ce qu'on doit voir l'IA comme un pote de travail high-tech ou comme un terminator du web? À vous de juger. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, rester à la pointe de cette révolution numérique, c'est l'assurance de ne pas se faire avaler tout cru. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, et si le cœur vous en dit, lâchez un petit like ou un commentaire. Votre feedback, c'est notre carburant. Sur ce, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures 2.0. Ciao les Digital Heroes.